Eh, t'as une idée pour l'intro aujourd'hui? Ah non, j'ai pas envie de faire l'intro aujourd'hui. En plus, on va parler du halving, donc l'intro, bah, on va la couper. Hein. Par contre, petite bière, c'est pas de refus. Hein. Allez. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, encore une fois en direct de Shanghai. Donc pour cette aujourd'hui, la vidéo du mercredi, on va parler du halving. Aujourd'hui, comme promis, donc pour la vidéo du mercredi, on va parler du Bitcoin halving qui va avoir lieu le 12 mai 2020. Là, vous pouvez voir un petit peu sur l'écran donc l'article de CoinDesk. Donc sur CoinDesk, c'est pas mal. Vous avez le compte à rebours en fait avant le Bitcoin halving qui va arriver donc le 12 mai 2020 et donc il nous reste 24 jours, 3 heures, 34 minutes et 47 secondes avant le halving. Et en même temps, il y aura la la réunion de consensus le 11 mai, donc qui va être faite justement au niveau du halving, le consensus qui est le plus gros event de la sphère crypto au monde. Alors donc en fait je vais expliquer un petit peu brièvement ce qu'est l'halving parce que bon je pense qu'il y a des gens qui doivent savoir ce que c'est l'halving, des gens qui savent pas. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens en fait qui se posent la question de savoir qu'est-ce que l'halving et voilà. Comme vous pouvez le voir, en fait, là vous avez un article de Condesk qui dit voilà les recherches sur Google sont au plus haut concernant le Bitcoin halving. Donc voilà, donc vous avez vu en fait en avril 2020, voilà, vous avez les recherches qui ont complètement pumpé. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le halving dans des mots très simples. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin est monté sur un système, une technologie qui s'appelle la blockchain. Et justement, le Bitcoin est une monnaie numérique qui est enregistrée sur la blockchain et qui est créée par des gens qu'on appelle des mineurs qui en fait valident des transactions sur le système distribué et qui justement vont développer de la puissance computationnelle afin de pouvoir gérer de nouveaux bitcoins à la création de chaque nouveau bloc qui est créé toutes les 10 minutes. Alors c'est à dire qu'aujourd'hui, donc là on est en 2020 et juste avant le halving, donc on a une création de bitcoin qui est créé, alors tous les jours, toutes les 10 minutes, vous avez 12,5 bitcoins qui sont créés à chaque création de bloc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mineurs qui maintiennent le réseau Bitcoin récupèrent des bitcoins en échange de mettre à disposition leur puissance pour sécuriser le réseau, pour développer la puissance sur le réseau et justement maintenir le réseau Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en 2020, on en est déjà à notre troisième halving. Alors, le premier halving, donc alors ce qu'il faut savoir, c'est que premier bloc Bitcoin a été généré en fait en 2009 et le premier halving a eu lieu en 2012. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un halving, vous avez des blocs qui sont créés. Donc en 2009, il y avait à peu près 50 bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes. À compter de 2012, du premier halving, le montant de bitcoin qui a été créé toutes les 10 minutes a été divisé par 2. Et au deuxième halving, en 2016, le montant de bitcoin qui a été créé par bloc va encore encore été divisé par 2. Donc ça veut dire qu'on est passé de 50 bitcoins entre 2009 et 2012. En 2012, on est passé à 25 bitcoins entre 2012 et 2016. Et à partir de 2016, on a 12,5 bitcoins qui sont créés par bloc. Et justement, là, on va partir sur le troisième halving qui va avoir lieu dans 24 jours, où justement, le nombre de bitcoins créés par bloc sera de 6,5 bitcoins toutes les 10 minutes au lieu de 12,5. C'est-à-dire qu'en fait, les mineurs qui minent le bitcoin vont devoir déployer plus de puissance et justement leur coût de production par bitcoin va augmenter de plus en plus. Alors cette mécanique en fait sur le Bitcoin a été créée par Satoshi Nakamoto, justement parce que Bitcoin est un système déflationniste. Ça veut dire que on est à l'opposé des systèmes des banques centrales qui impriment de l'argent ou qui adaptent la masse monétaire et le nombre de devises en circulation, en les imprimant en fait comme ça. Le Bitcoin ça marche pas comme ça. Le Bitcoin en fait ça repose sur un algorithme qui est programmé pour justement créer de moins en moins de bitcoin jusqu'à ce que la capacité finale du bitcoin soit créée et qui sera donc de 21 millions de bitcoin. Là, en ce moment, on est à peu près, on va regarder la supply. Voilà, la supply, vous la regardez ici, vous avez en ce moment 18 331 000 bitcoins en circulation et la max supply, donc ça en fait justement c'est la capacité maximum, ce sera 21 millions de BTC. Donc ça veut dire que dès que le bitcoin a été créé en 2009, Satoshi Nakamoto avait pensé déjà à dire que il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins dans le monde et on ne pourra pas en imprimer d'autres, on ne pourra pas en ajouter. C'est-à-dire qu'en fait, cette monnaie ne pourra pas être ce qu'on appelle débasée
Ou par exemple, là on assiste à un débasement de la devise par les banques centrales. Par exemple, vous avez des banques centrales qui impriment de la monnaie. Avec le Bitcoin, vous pouvez pas. C'est-à-dire que voilà, vous avez 21 millions de Bitcoin et il ne pourra pas y avoir plus de 21 millions de Bitcoin qui vont être créés jusqu'en 2140. Donc en gros, l'algorithme de minage fonctionne tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, vous avez de moins en moins de Bitcoin qui sont créés. Et donc justement, si vous comparez ça avec l'or, donc vous avez une offre de Bitcoin qui diminue tous les 4 ans, et vous avez une demande de Bitcoin donc, qui soit reste stable, soit diminue, soit augmente. Mais ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin en fait a été créé dans le seul but de devenir ce qu'on appelle un store of value, donc en fait un actif refuge qui va fonctionner comme l'or, parce que l'or justement est un actif déflationniste, étant donné que on peut créer de l'or. On peut miner de l'or en l'excavant et il y en aura de moins en moins. Par contre, le problème avec l'or, c'est qu'on ne connaît pas la capacité finale de l'or. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien d'or il y a au total dans le monde, alors que sur le Bitcoin, on saura qu'il n'y aura pas plus de 21 millions. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc en gros, si on part de ce principe-là et qu'on a le Bitcoin qui, en 2009, a été créé avec une demande très basse, là, on est en 2020, on a une demande en fait qui n'arrête pas d'augmenter. Et justement, l'offre de Bitcoin en circulation n'arrête pas de diminuer tous les 4 ans. Donc en gros, je vous laisse deviner ce que ça donne. Si vous avez une offre qui descend et vous avez une demande qui monte, normalement, l'actif, vraisemblablement, il est condamné à augmenter. Alors, vous avez, je pense, déjà vu pas mal de graphiques en fait sur internet. Donc vous avez les graphiques assez connus. Donc ça c'est le graphique en fait que vous pouvez voir sur CoinMama. Donc vous pouvez voir en fait que là voilà en 2009 vous avez 10 500 000 bitcoins qui ont été créés sur 4 ans. Là, sur les 4 ans qui ont suivi, entre 2012 et 2016, vous avez 5 millions qui ont été créés. Entre 2016 et 2020, vous en avez 2 625 000 qui ont été créés. Et entre 2020 et 2024, vous aurez que 1 million de bitcoins qui seront créés les 4 ans, sur la période. Donc ça veut dire que le nombre de bitcoins en circulation va diminuer, ou le nombre de bitcoins qui est créé va diminuer tous les 4 ans. Voilà. Donc ça c'est un petit peu au niveau du modèle. Après vous avez aussi un graphique qui est assez connu qui s'appelle en fait le stock to flow ratio. Donc le stock to flow ratio en fait analyse, si vous voulez, le prix du Bitcoin corrélé avec son inflation. C'est-à-dire que le Bitcoin est un asset déflationniste et donc étant donné que c'est un asset déflationniste, ça veut dire que la valeur du Bitcoin n'arrête pas d'augmenter. Et là, vous voyez en fait le stock to flow ratio. Donc vous avez le modèle du stock to flow ratio qui est en fait une référence pour expliquer en fait comment le Bitcoin augmente en valeur. Mais voilà, pour faire simple, vous avez entre 2010 et 2012 ça monte, vous avez le halving, ça descend un petit peu, ensuite jusqu'à 2014 ça pousse, après ça recrache, après ça repousse, après ça recrache. Et en fait, ce qu'on a noté, c'est que le Bitcoin fonctionne par cycle de 4 ans. Ça veut dire que souvent, ce qui se passe, vous avez un an où le prix du Bitcoin descend, et vous avez 3 ans où le prix du Bitcoin monte. Donc en fait, sur 4 ans, vous avez des cycles de 1 an de bear market et 3 ans de bull market. Là, en 2019-2020, on a expérimenté, fin 2017, 2018-2019, on a expérimenté en fait un an et demi de baisse. Et justement, normalement, avec le halving, c'est le top départ pour pouvoir justement lancer le bull run qui devrait durer pour les 3 prochaines années. Voilà. Donc ça, c'est des graphiques en fait que vous pouvez trouver sur Google. Vous avez juste à taper sur Google Image et vous allez trouver. Moi, ce que j'ai envie de faire en fait aujourd'hui, c'est de vous parler d'un modèle en fait qu'on a développé chez les Kryptoniens, justement parce que souvent les gens ne comprennent pas forcément ce que le halving signifie au niveau de la supply, au niveau du prix, ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut partir d'un principe, c'est que pour toute commodité, le prix de production, enfin le cours de la commodité a tendance à se rapprocher de son prix de production. Donc si vous prenez par exemple l'or, l'or en ce moment pour excaver une once d'or dans le monde, ça coûte à peu près 1200, 1300 dollars. Et le cours de l'or, là il est à 1700, à peu près 1700 dollars. Donc ça veut dire que vous avez donc le cours de la monnaie qui est supérieur bien sûr à son coût de production. Parce que sinon, si jamais l'asset était en dessous de son coût de production, il n'y aurait aucun intérêt pour les mineurs de créer du Bitcoin. Donc voilà, donc le système en fait économique du Bitcoin a été créé d'une telle manière que vous avez un réseau qui fonctionne, qui est maintenu par des mineurs, et ces mineurs-là, en échange de la puissance qu'ils développent et des investissements qu'ils vont faire, ils vont récupérer des bitcoins en contrepartie. Et ça leur permet en fait de payer l'électricité, de payer les ouvriers, et justement aussi ça leur permet de garder ces bitcoins en fait en réserve pour justement miser en fait sur une augmentation de la valeur sur le temps. Sachant qu'en fait le bitcoin, si vous réfléchissez bien à comment ça fonctionne, le bitcoin en fait est condamné à aller plus haut. C'est-à-dire que le coût de production est condamné à monter de toute manière.
cher à cause de ce halving qui va venir tous les 4 ans. Alors donc du coup moi j'ai préparé un petit graphique assez sympa qui va vous permettre de comprendre en fait un petit peu les implications possibles au niveau du Bitcoin, parce qu'en fait si vous voulez il y a deux façons de faire monter le prix du Bitcoin. Enfin il y a deux facteurs qui vont conditionner le coût de production d'un Bitcoin. Le premier c'est le coût d'électricité, le deuxième c'est la difficulté pour pouvoir miner des nouveaux blocs, et cette difficulté en fait va augmenter toutes les 2 semaines en fonction de la puissance qui est développée sur le réseau. Et ce qu'on a pu voir depuis le début de la création de Bitcoin, c'est qu'en fait le hash rate, donc qui va tracer en fait si vous voulez la puissance qui est développée sur le réseau Bitcoin n'arrête pas d'augmenter. Donc là je vais vous faire voir un petit peu au niveau du hash rate ce que ça représente, comme ça vous allez pouvoir bien voir. Bitcoin hash rate. Donc là en fait si vous voulez le hash rate du réseau Bitcoin maintenant c'est 99.53 exahash par seconde. Donc en gros si on reprend le graphique depuis le début, bah, vous voyez ce que ça donne. Hein. Au début, en 2013, on pouvait miner du Bitcoin quasiment en fait avec son ordinateur portable, parce que vous aviez que 4 pétahash de hash rate par seconde. Et en fait, vous avez vu en fait cette puissance n'a pas arrêté d'augmenter, surtout en fait au niveau du bull run de 2017 par exemple, pardon. On est passé à 52 exahash. Après, on est descendu en bear market bien sûr, parce que le prix du Bitcoin s'est effondré. Et là, vous voyez en fait, on est quasiment sur du all-time high. On a atteint le all-time high, je me rappelle, c'était le 2 mars. On est monté à 122 exahash par seconde. Et là, en fait, on est retombé un petit peu, parce qu'il y a eu un petit crash, à 97 exahash. Mais voilà, donc si vous regardez, en fait, depuis 2014, le graphique du hash rate, en fait, n'arrête pas d'augmenter, il est exponentiel, parce que justement, il y a de plus en plus de mineurs qui rentrent sur le marché, il y a de plus en plus de puissance qui est déployée sur le réseau, et donc ce réseau est de plus en plus décentralisé, de plus en plus sécurisé, et en fait, l'avantage d'avoir de plus en plus de hash rate, c'est qu'en fait, vous pouvez faire des transactions avec des frais qui sont très très bas. Voilà, donc c'est ce qui justement donne de la valeur au Bitcoin. C'est-à-dire que la valeur intrinsèque du Bitcoin en fait repose sur la puissance qui est déployée sur le réseau et les investissements qui sont faits par les mineurs pour maintenir ce réseau. Voilà. Ensuite, vous avez la difficulté. Alors la difficulté, si vous voulez, c'est un algorithme en fait qui permet de programmer la difficulté pour trouver un bloc et la complexité des algorithmes et des opérations qui sont nécessaires pour pouvoir trouver un bloc toutes les 10 minutes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les 10 minutes, vous avez des mineurs qui sont en concurrence pour trouver un bloc. Et justement, ces mineurs-là, avec la puissance qu'ils déploient, plus ils ont de puissance, plus ils auront de chances de trouver un bloc vite. Donc ça veut dire que là vous avez pas mal de pools de mining en fait qui se divisent en fait, qui se partagent le marché. Et donc justement là vous avez donc un graphe qui est assez intéressant qui vous répertorie en fait les augmentations de difficulté. Donc là en fait on va le reprendre un petit peu comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu depuis bon ça va là c'est depuis le début. Hein. Alors là c'est la difficulté, donc là on n'avait pas de difficulté au début, donc la première donnée qu'on a eue c'était en 2010, et donc vous avez vu la difficulté augmenter de 100%, 50%, 33%, 50%, voilà. Donc il n'y a que du vert, il y a des périodes en fait où ça descend un petit peu parce que justement le hash rate baisse, mais dans l'ensemble vous voyez que la difficulté du réseau Bitcoin n'arrête pas d'augmenter, il y a beaucoup plus de vert que de rouge, bon là il y a un petit peu de rouge, c'est un bear market à mon avis, et là vous avez du vert, vous avez beaucoup de vert. Donc en fait si vous voulez, la difficulté du réseau Bitcoin dans son ensemble n'arrête pas d'augmenter, et donc ça veut dire que c'est de plus en plus dur de trouver des blocs. Donc ça veut dire que les gens qui minent du Bitcoin et qui utilisent en fait ce qu'on appelle des ASIC, qui sont en fait des objets enfin des comment dire des systèmes, enfin c'est des outils informatiques en fait qui vous permettent, si vous voulez, enfin c'est une sorte de boîte avec un ventilateur qui vous permet en fait de miner du Bitcoin et de gérer des calculs en fait tous les jours. Vous voyez là il y a une photo d'un ASIC en fait sur CoinDesk. Donc un ASIC ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est une machine qui tourne à plein régime, ça chauffe beaucoup et justement ça fait des trillions de calculs par seconde afin de trouver en fait de résoudre des énigmes cryptographiques qui vont permettre en fait de trouver de nouveaux blocs et de sécuriser les transactions. Ensuite, voilà, là vous voyez un petit peu le graphe du hash rate, donc vous voyez le hash rate n'arrête pas d'augmenter, donc voilà, donc ça ça suit un petit peu ça. Après vous avez, chose à savoir au niveau du halving, vous avez en fait les mining pools. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Bitcoin à la base est censé être décentralisé. Par contre en fait quand vous regardez en fait les pools de mining, vous allez vous apercevoir très rapidement que en fait le hash rate n'est pas forcément décentralisé, dans le sens où vous avez BTC.com qui regroupe 24% du hash rate total du réseau. Donc BTC.com c'est Bitmain en fait. Vous avez Antpool aussi, ça c'est Bitmain aussi. Donc vous avez en fait Bitmain qui contrôle à peu près 40% du hash rate, et Bitmain est en Chine. Donc c'est à dire que les Chinois contrôlent à peu près 43% du hash rate total de la puissance du réseau. Après vous avez BTC Top, donc ça c'est une autre pool via BTC, donc ils ont donc 12%, 11 BTC, enfin 11%, 10%. Et après vous avez pas mal de pools, like F2 Pool, BTC Pool, Bitfury, voilà.
toutes ces pools. Donc en gros, le hash rate est distribué entre ces mineurs, et tous ces mineurs-là, en fait, sont en compétition pour trouver les nouveaux blocs sur le réseau Bitcoin. Voilà. Donc, pour faire simple, donc le Bitcoin, en gros, il a un coût de production et il a un cours légal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le cours qui est donc sur CoinMarketCap pour le Bitcoin est de 7143 $. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cours du BTC, à l'heure actuelle, en fait, il est supérieur au coût du minage. C'est-à-dire que le coût de production des mineurs, aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, c'est à peu près 6000 $. Donc, en fait, les mineurs aux États-Unis font de l'argent. Et les Chinois et les Russes, en fait, ont un coût de minage qui est autour de 3200, 3000, on va dire 3200 jusqu'à 5000 $. Pourquoi cette différence? C'est parce que le coût de l'électricité est beaucoup plus bas en Chine et en Russie, et surtout parce qu'en fait en Chine, les mineurs utilisent aussi beaucoup d'énergie hydroélectrique. C'est-à-dire qu'en fait pendant la saison des pluies, vous avez pas mal de barrages hydroélectriques qui fonctionnent, en fait, qui peuvent permettre en fait de donner de l'énergie pas chère aux mineurs. Voilà. Donc, comment ça fonctionne pour le halving? On va partir sur un concept très simple. Voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, on a préparé un document pour les kryptoniens, très très simple d'utilisation. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est un calcul sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 prochains halvings. Parce qu'en fait, souvent, les gens se focalisent sur le halving de 2020. Donc là, tout le monde vous en parle sur YouTube, vous avez les mêmes vidéos, vous avez des cosmonautes avec des fusées, des choses comme ça. Donc là, en fait, nous, on va pas partir là-dedans, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça représente sur le long terme. Et on va partir, en fait, sur une métrique qui est implacable, c'est le coût de production et le prix. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en avril 2020, et juste avant le halving qui va arriver dans 24 jours, le coût de production d'un Bitcoin, on va dire le plus bas possible, donc c'est 3200. Donc ça, c'est les Chinois et les Russes, ils vont produire à 3200. Ensuite, donc je vais faire complètement abstraction de la difficulté, parce que la difficulté aussi influence le coût de production, mais on va dire que la difficulté reste linéaire pendant les 28 prochaines années. Comme ça, en fait, on va juste prendre en compte le coût de production affecté par le halving en lui-même, parce que le halving, c'est quelque chose qui est obligé d'arriver. La difficulté, en fait, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau, on va dire. Donc voilà. Donc du coup, comme vous pouvez voir sur le graphe, en 2020, le coût de production, étant donné que le halving va diviser le montant de BTC créé par bloc, et ben le coût de production, normalement, il devrait mécaniquement être multiplié par 2. Parce que justement, il faudra la même puissance pour générer en fait 2 fois moins de Bitcoin. Donc en gros, on va partir du principe que là, aujourd'hui, le coût de production, c'est 3200. Et ben en 2020, ce sera 6400. Et c'est assez marrant en fait de voir le cours actuel. Parce qu'en fait, le cours actuel, aujourd'hui, on est le 18 avril 2020, et le cours actuel est à 7100 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le prix du Bitcoin dans le halving est peut-être déjà dans les cours. Ça, après, c'est quelque chose que le marché, en fait, peut-être a déjà anticipé, parce que souvent, en fait, le marché anticipe ce qui se passe avant que ça se passe. Donc c'est pour ça, en fait, en crypto, on dit toujours buy the rumor, sell the news, et quand vous êtes agressif, c'est plutôt buy the rumor and short the news. Donc voilà. Donc du coup, là, au niveau de coût de production, donc le coût de production devrait passer dans 24 jours à peu près à 6400. Donc ça veut dire que si le prix du Bitcoin se maintient à 7000 $, les mineurs continueront à faire de l'argent. Par contre, si le prix du Bitcoin s'effondre, et ce qui va se passer, c'est que les mineurs perdront de l'argent, et justement les mineurs les moins efficients avec les ASIC les moins performants devront en fait soit débrancher, soit en fait mettre à jour leur hardware. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le hardware est mis à jour régulièrement, parce que justement en fait le but c'est de créer des ASIC de plus en plus efficients pour pouvoir réduire le coût de production. Donc moi je vais partir du principe en fait qu'on va miner en fait avec les mêmes ASICs. Donc voilà, donc alors, là en fait justement c'est vraiment pour votre information. Donc on va partir de ce principe là. Donc là par exemple vous avez en 2020 on a un coût de production qui a passé de 6400. Admettons que en 2024 on a la même puissance, le même type d'ASICs pour miner le Bitcoin, et si il y a un halving en 2024, enfin il va y avoir de l'halving en 2024, et en 2024 il faudra multiplier ce coût de production par 2. Donc on aura un Bitcoin à 12 800. Ensuite, 4 ans plus tard, il faudra multiplier par 2, donc on va passer un Bitcoin à 25 600 pour être produit. Ensuite, 51 200 en 2032, 100 000 $ en 2036, 204 000 $ en 2040, 409 000 $ en 2044 et 819 000 $ en 2048. Donc, vous voyez un petit peu, c'est exponentiel. Donc on peut s'attendre à ce que le hash rate augmente de manière exponentielle, ou alors juste avant le halving, je pense que le hash rate va diminuer un petit peu parce qu'il y aura des mineurs qui vont sortir du marché, c'est sûr. Mais par contre, à terme, si vous analysez la logique, le Bitcoin a été créé pour être donc miné jusqu'en 2140, et jusqu'en 2140, tous les 4 ans, on va avoir un halving qui va diviser en fait le nombre de Bitcoin créés par bloc. Donc en gros, si on part de ce principe-là,
eh ben, le Bitcoin est un asset déflationniste et par définition, si vous prenez le cours du Bitcoin depuis le début en 2019 où il était en dessous de 1$, là on est déjà à 7000 $, on a fait déjà 7 millions de pourcents de hausse. Donc si vous pensez qu'il est trop tard pour prendre le train pour acheter du Bitcoin, je pense qu'à mon avis il faut garder ce tableau en tête parce que ça peut vous donner en fait une très bonne idée de où est-ce que le Bitcoin peut aller. Après, est-ce que ça va aller à 819 000 $? On n'en sait rien. Le marché est capable de tout, donc on ne sait pas trop jusqu'à ça va aller. Mais au moins, ça peut vous donner une idée en fait sur le fait que si jamais on applique un modèle linéaire en fait sur la valeur du Bitcoin avec un hash rate constant et avec un type de hardware constant, et ben ce qui va se passer, c'est que le prix du Bitcoin va irrémédiablement monter. Et ce qui va se passer aussi, c'est que en 2009, en fait, il y avait une poignée de gens en fait qui connaissaient le Bitcoin. Là, maintenant, on est arrivé sur un niveau où on a 100 millions de personnes qui ont des wallets crypto. Et en plus, ce qui se passe, c'est que là, au moment où je vous parle, il y a à peu près quasiment tout le monde qui hodl en fait. C'est-à-dire que vous avez 11 millions de Bitcoin en fait qui sont hodl dans des wallets qui sont en train de dormir depuis 2-3 ans. En plus, vous avez aussi 3 millions de bitcoins qui ont déjà été perdus. Donc ça veut dire que sur les 21 millions, il y en a 3 millions de perdus. Donc il y a 18 millions de bitcoins qui sont, on va dire, en circulation. Et sur ces 18 millions de bitcoins, vous avez 11 millions de bitcoins qui sont dans des wallets et qui bougent pas. Donc ça veut dire que là, en gros, il reste plus que 7 millions de bitcoins qui vont, être tradables sur le marché. Et si jamais la demande augmente, normalement le prix devrait suivre. Et comme dit Satoshi Nakamoto, toute commodité... le prix de toute commodité doit automatiquement se rapprocher de son coût de production. Voilà. Ça y est, c'est déjà fini. Bon écoutez, on va la faire courte. 4 choses aujourd'hui. Likez la vidéo, abonnez-vous, tapez sur la cloche et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et en attendant, bon apéro à tous. Ah, elle est bonne cette bière. Y a pas de bière là-dedans.